Vas-y. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce lundi du CEP. Donc, ce sont des webinaires en fait qui sont complètement gratuits et qui vous sont proposés par le réseau EVA. On vous en dira un petit peu plus plus tard sur ce réseau qui délivre un service qu'on appelle le conseil en évolution professionnelle. On va vous en parler aussi ce matin. Des petites questions techniques avant que je ne laisse la parole à notre animatrice principale du jour. Donc, vous avez la possibilité de poser des questions. Je vois qu'il y en a qui se sont déjà emparés du chat. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. On sera un plaisir de pouvoir y répondre. Par contre, on gardera peut-être ce temps pour la fin de la présentation. On va se garder une 15 minutes, 20 minutes pour pouvoir répondre aux questions, mais nous ferons le nécessaire pour y répondre. Ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, donc, le sujet sur les lundis du CEP, qui est un programme que vous retrouvez en fait tous les lundis et qui est animé à chaque fois par une région différente sur des thématiques qui sont liées aux questions justement d'évolution professionnelle. Aujourd'hui, nous allons parler, et c'est là où le téléphone fonctionne, ce qui n'est pas un bon plan, voilà, pardon, nous allons parler d'un projet à la fois d'évolution, mais aussi de reconversion, voire même de formation, et on va voir un petit peu quelles sont les possibilités qui peuvent être mobilisées sur ces projets-là. Donc, je vais laisser la parole avec grand plaisir à Cécile, que je vais laisser le soin de se présenter, qui est donc conseillère en évolution professionnelle. Oui, bah, écoutez, bonjour à tous et toutes, bienvenue. Voilà, c'est un plaisir. Maintenant, on commence à prendre une petite routine dans l'animation des lundis du CEP, donc de ce webinaire dont on se rend compte qu'il diffuse une information, ma foi, qui intéresse. Ça fait très plaisir. Alors, rapidement, je suis donc conseillère en évolution professionnelle depuis janvier 2020. Voilà, depuis le lancement du dispositif par France Compétences, qui est donc notre mandataire, hein, le CEP, donc il y a eu un appel d'offres national et en PACA, c'est le CIBC, voilà, qui a répondu à cet appel d'offres, qui en est le CIBC Alpes-Haute-Provence, qui a donc répondu à cet appel d'offres. Donc, Carole fait partie aujourd'hui. Donc, des opérateurs se sont greffés autour de cette structure et on opère sur tout le territoire. Et notamment, moi, je suis basée à Marseille. Et quand bien même, je ne diffuserai aucune information qui ne sera pas captable ou intéressante pour n'importe quelle autre région en France. Voilà, déjà, c'était un point important. Voilà, donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait sur le conseil en évolution professionnelle? Eh bien, d'abord, on représente, j'ai le plaisir de représenter une mission de service, de porter une mission de service public. Le conseil en évolution professionnelle, on est là pour appuyer tous les salariés du droit privé et les travailleurs indépendants, quelle que soit la problématique qui les traverse. Hein. Donc, on y reviendra un peu plus tard. Elles vont venir sur le slide suivant. Mais dans tous les cas, le rôle d'un conseiller en évolution professionnelle, ce sera de faire valoir et d'appliquer les principes auxquels il est tenu, à savoir, dans un premier temps, celui de la confidentialité. Je vais commencer par celui qui est capital, c'est le carré en haut à droite, celui de la confidentialité. Nous sommes évidemment tenus au secret professionnel. Et tout ce que vous nous direz restera bien évidemment au sein de nos bureaux. Voilà. Je repars sur la gauche. Le deuxième principe auquel un conseiller en évolution professionnelle est tenu, c'est le principe de la gratuité. Ben, ça, c'est chouette. Voilà, on ne vous demandera pas d'argent. Ça, soyez-en certains. Le troisième principe auquel un conseiller en évolution professionnelle est tenu, c'est la neutralité. Hein, on ne va pas vous recommander tel ou tel centre de formation. On ne va pas vous recommander telle ou telle école, tel ou tel organisme d'accompagnement à la VAE. Ce n'est pas notre rôle à nous.
On appuiera surtout sur la méthodologie et on mettra tout en œuvre, on fera le maximum pour vous permettre de choisir les structures dans les meilleures conditions possibles et de manière objective. Le quatrième principe auquel un conseiller en évolution professionnelle est tenu, c'est l'accessibilité. Sachez, mesdames, messieurs, que nos rendez-vous commencent très tôt. Mais il m'arrive très souvent, mes premiers rendez-vous, j'ai au moins 2 jours dans la semaine où je vais commencer à 8 h du matin. Il y a des premiers rendez-vous d'1 heure qui s'alignent de 8 h à 9 h. Sachez aussi qu'on reçoit entre midi et 2. Alors, on reçoit en présentiel dans nos bureaux, mais on peut aussi, on fonctionne très bien sur le principe des visioconférences ou du téléphone. Hein, on fonctionne absolument sur les 3 modalités. Et enfin, on termine le soir jusqu'à 20 h. Hein, on prend nos derniers entretiens jusqu'à 18 h 30 environ. Donc, ce qui laisse quand même une marge assez conséquente pour permettre aux salariés qui travaillent en journée de venir nous voir. Hein, voilà, prenez en compte cette accessibilité qui, à mon avis, est importante. Et enfin, le dernier principe et 5e auquel un conseiller CEP est tenu, c'est celui de l'impartialité. Alors, je vais juste vous préciser qu'à ce jour, l'impartialité, elle est capitale. Parce que, un petit rappel, l'air de rien, comme ça, qui peut avoir son importance, c'est que personne, mesdames, messieurs, quoi qu'il advienne, n'a le droit, n'est en mesure de juger votre projet professionnel, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Et c'est surtout pas un conseiller en évolution professionnelle qui va se le permettre, dans la mesure où on est professionnalisé, formé de manière à réfléchir ensemble, tenir conseil, hein, vous écoutez, et on part du principe que c'est toujours vous qui avez les solutions, qui savez mieux que personne ce qui vous convient, et qu'à partir de là, on va pouvoir co-construire ensemble. Voilà, hein, que ce soit bien clair par rapport à notre posture et le rôle qu'on va jouer vis-à-vis de vous dans le cadre de notre accompagnement. Alors, merci pour l'attention accordée jusqu'ici. Alors, le conseil en évolution professionnelle, il est représenté par différentes structures, donc les salariés du secteur privé et travailleurs indépendants. Donc, il y a tout ce qui concerne voilà, les catégories employées. Donc, vous avez le réseau EVA, dont je suis, donc Carole de Lampugnani, que vous avez vu en premier lieu de l'intervention est. Vous avez BGE Conseil, spécialisé dans la création d'entreprises. Vous avez différents réseaux, Axis, voilà, hein, qui sont éparses un petit peu sur le territoire national indépendant. Vous avez ensuite l'APEC, qui fait partie du consortium. Vous avez bien évidemment Pôle emploi, qui aujourd'hui, ce sont des conseillers en évolution professionnelle qui accompagnent des demandeurs d'emploi. Pour les moins de 26 ans, vous avez bien sûr le dispositif Mission locale et Cap emploi pour les personnes en situation de handicap. Voilà, toutes ces personnes se sont intégrées, font partie du conseil en évolution professionnelle. Alors, quel est notre rôle? On va, un conseiller en évolution professionnelle accompagne dans l'élaboration, la formalisation et la mise en œuvre d'un projet qui, selon, va viser votre évolution professionnelle. Et je vais passer tout de suite au 3e carré sur la droite, ou la reconversion professionnelle, qui sont, à mon sens, les 2 registres importants sur lesquels nous sommes constamment mobilisés. Alors, une petite colle, allez, un petit test. C'est quoi la différence entre l'évolution professionnelle et la reconversion ou la transition professionnelle? Donc, pour clarifier vos représentations, l'évolution professionnelle va concerner, alors ça peut être une désignation très générale, mais en premier lieu, on va y mettre derrière une signification précise, à savoir l'évolution
on part de notre métier, à partir duquel on va évoluer en termes de technicité ou de responsabilité. Là, on restera, il est fort possible qu'on reste dans la même entreprise, au sein de laquelle on va évoluer dans différents services où on va gravir des échelons, monter en responsabilité. La reconversion professionnelle, là encore pour clarifier les représentations, ça concerne, vous l'avez deviné, le changement de métier total où, du coup, beaucoup plus fréquemment, on sera amené à quitter l'entreprise dans laquelle on est aujourd'hui. Hein, voilà. Alors, il y a des subtilités, il y a des choses un peu plus fines, mais voilà les deux axes majeurs sur lesquels on est très, très souvent sollicité dans le cadre du CEP et qui vont faire l'objet, vous avez compris, du reste de cette présentation. Donc, on part dès le départ avec ces significations précises. Donc, je reviens à mon deuxième carré du milieu, qui est le développement des compétences, qui là concerne de manière générale le développement des compétences, c'est-à-dire évidemment la première chose à laquelle on pense, c'est la formation, mais il va y avoir plein d'autres choses. La formation, de quelle formation on parle? Il y a aussi le tutorat, il y a aussi le calibre des formations, ça va comprendre la durée des formations, voilà un aspect un peu plus technique. On aura l'occasion d'en parler un peu plus tard aussi. J'arrive au quatrième carré du bas à gauche, donc la reprise ou la création d'activités. Et oui, sur le CEP, très souvent, on est mobilisé sur des projets qui vont concerner la création d'entreprises. Alors on a été fort. On va vraiment poser les choses et réfléchir avec la vie. Tiens, je viens de mentionner, une expression intéressante qui est le projet de vie. On y reviendra un peu plus tard, ça aussi, parce que, juste une petite parenthèse, vous savez qu'il n'y a pas de projet professionnel, de reconversion ou d'évolution, s'il n'y a pas un projet de vie qui va venir le soutenir. On garde ça dans un coin de nos têtes, on y reviendra plus tard. Ensuite, il y a la certification professionnelle. La certification professionnelle, elle va concerner directement le diplôme, donc on y mettra derrière, par exemple, tout le process de la VAE, la validation des acquis de l'expérience, ou la VAP, la validation des acquis professionnels et personnels. On aura peut-être l'occasion aussi d'y revenir un peu plus tard. Et enfin, la mobilité interne ou externe, qui très souvent revêt la recherche d'emploi. On est très souvent sollicité pour travailler sur des recherches d'emploi aussi avec nos bénéficiaires. Voilà un petit peu les 6 grands axes sur lesquels on est mobilisé, mais on peut être aussi mobilisé sur des questions de santé au travail, de droit du travail, de différentes choses, bref, encore une fois, toutes les problématiques qui traversent la vie d'un salarié. Voilà, merci pour votre attention. Donc, on va revenir, on en arrive, je vais commencer à rentrer, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, la grande distinction entre évoluer vers un emploi, un métier à plus grande technicité ou responsabilité, ou la reconversion, changer de métier, de statut. Par exemple, passer du salarié à celui de dirigeant ou travailleur indépendant. Ou alors, on se focus aussi, très souvent on fait appel à notre technicité sur le choix d'une formation quand elle s'avère une étape incontournable de votre projet professionnel. Parce que je sens que ma manager Carole va sourire, vous savez qu'une formation n'est pas un projet, c'est une étape du projet professionnel. Voilà. Alors, je continue. On va commencer à aborder
l'ambition de ce webinaire, c'est vraiment qu'à la fin de cette heure, vous ayez à peu près compris tout ce qui s'offre à vous dans vos entreprises. Tous les dispositifs qu'un employeur, que vous pouvez solliciter éventuellement si votre employeur les a mis en place pour vous permettre d'évoluer. Nous, dans un premier temps, alors nous, les CEP, les conseillers en évolution professionnelle, on sera bien évidemment là pour vous écouter et réfléchir avec vous sur votre projet d'évolution. On commencera par analyser vos aspirations, on fera un point précis sur vos compétences parce qu'on se rend bien compte, voilà, j'ai vraiment un message à vous adresser à tous, des compétences, vous en regorgez, vous en avez plein, sauf que très souvent, vous n'en avez pas confiance. Pas conscience et pas confiance. Tiens, j'ai fait un lapsus intéressant. Vous manquez peut-être de confiance. En tout cas, vous n'avez pas conscience de l'immensité des compétences que vous possédez. Et c'est vrai que dans ce cas-là, le CEP joue un rôle de médiateur, d'arbitre. On analyse vos compétences transférables, celles que vous aimeriez développer, celles que vous souhaitez reléguer dans un second plan. Il s'agit d'y voir clair là-dessus. Et plus on sera au clair sur l'analyse de vos aspirations et de vos compétences, plus on sera à même d'identifier les opportunités qui s'offrent à vous en interne, dont votre RH vous a parlé peut-être, et surtout, on sera à même de mettre en avant l'argumentaire. Voilà. Le CEP, on est très souvent sollicité avec vous pour développer un argumentaire, des arguments qui seraient à même de convaincre un manager, une DRH, de votre aptitude à évoluer. Voilà, donc on est là pour préparer ces entretiens. L'air de rien, vous avez compris que on est tous au clair là-dessus. Vous savez que dans l'entreprise, depuis la loi du 5 septembre 2018, tous les salariés doivent suivre un entretien professionnel tous les 2 ans. Cet entretien professionnel va concerner vos questions d'évolution, de formation et d'employabilité. Ce sont les thèmes principaux qui sont évoqués pendant ces entretiens professionnels. Donc, le CEP est tout à fait indiqué pour réfléchir avec vous sur ces problématiques. Tous les 6 ans, cet entretien professionnel donnera lieu à un accord écrit, une discussion peut-être un peu plus financière et technique pour véritablement mettre en œuvre ces formations. Voilà. L'entretien, juste une petite précision également, vous faites la distinction entre l'entretien professionnel tous les 2 ans, tous les 6 ans, il va être formalisé, rédigé, écrit et va nécessairement orchestrer une action de formation financée par votre employeur. Il est à distinguer de l'entretien annuel d'évaluation que vous avez peut-être au sein de vos structures qui, lui, va concerner le bilan de l'année par rapport à l'opérationnalité et qui procédera à un bilan de votre activité. Voilà. Alors, vous avez analysé vos compétences, il y a des opportunités au sein de votre entreprise qui se définissent. Quel plan d'action je vais pouvoir mettre en place pour évoluer? Allez, donc, quelle formation? D'abord, est-ce qu'il faudra une formation? Si oui, laquelle? Par quel organisme? Par quel dispositif? Parce que pour votre gouverne, mesdames, messieurs, il y a quand même plusieurs outils qui sont à votre disposition au sein de l'entreprise. Et je vais commencer par un des plus intéressants qui, on appelle le dispositif PROA, ça veut dire promotion par alternance, qui a été mis en place depuis 2018, 2020 officiellement par la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, et qui va concerner majoritairement les salariés qui, par exemple, n'ont pas pu valider un diplôme supérieur à une licence. Attention, premier critère.
Imaginons vous identifiez au sein de votre entreprise une évolution. Il y a un poste qui se libère, qui vous intéresse, il y a un besoin, votre employeur a du mal à recruter, a du mal à identifier des compétences en interne. Le dispositif PROA va permettre aux salariés de suivre, de prendre ses marques sur ce poste de la manière la plus intéressante qui soit, c'est-à-dire par l'alternance. L'employeur va solliciter un organisme, solliciter par exemple, je pense, ça m'est arrivé récemment, une dame assistante qui, un poste se libère sur de la comptabilité. Eh bien, l'entreprise a identifié à l'université une licence professionnelle métier de la comptabilité. Et cette dame, qui avait donc un diplôme inférieur à une licence, qui était donc titulaire d'un bac, je crois, titulaire d'un BTS, pardon, a suivi cette licence en alternance. Elle partait un jour, une semaine par mois, et le reste du temps, elle occupait le nouveau poste en entreprise et elle a pu ainsi progressivement monter en compétences et trouver ses marques. Voilà ce qu'est le dispositif PROA. Il faut bien évidemment que l'employeur ait détecté un besoin, que vous soyez intéressé par le poste pour monter en compétences. Voilà. Le deuxième dispositif qui va permettre à des salariés souhaitant évoluer au sein d'une entreprise de se former, c'est le plan de développement des compétences. Alors, il n'y a pas si longtemps, on l'appelait plan de formation. Depuis 2018, c'est le PDDC, voilà, c'est ça, le plan de développement des compétences, qui est en fait le budget prévisionnel fixé par l'employeur pour des départs en formation. Il va prendre en compte, notamment, il doit récapituler tous les résultats qui ont été obtenus, vous vous souvenez, à l'entretien professionnel qui a lieu tous les 6 ans. Le plan de développement des compétences doit répertorier les formations, doit compiler toutes les formations de tous les salariés à l'issue de cet entretien, et puis notamment celles aussi que l'employeur a visées, souhaite mener de manière stratégique. Le troisième dispositif à votre disposition en ce qui concerne votre évolution au sein de l'entreprise, c'est le CPF, le compte personnel de formation. Vous le connaissez, je ne le présente plus aujourd'hui. Vous savez que chaque année, vous allez cumuler 500 € sur le premier mois, sur le premier semestre, pardon, et jusqu'à un plafond de 5 000 €. Vous ne pourrez pas dépasser ce plafond. La philosophie du CPF, c'était de mettre à disposition du salarié un budget pour que ce dernier devienne autonome et puisse prendre la main sur un budget et se financer en partie les propres formations qui l'intéressent. Juste une petite parenthèse aussi, vous avez tous reçu des textos comme quoi c'était la fin du monde, qu'avant le 31 décembre de l'année dernière, vous alliez perdre votre CPF. Vous êtes régulièrement sollicité pour le placer auprès de gens qui sont pas très honnêtes. Donc, vous êtes conscient de ça. On ne fera jamais l'économie de vous le rappeler, de toute façon. Voilà. Vous savez que le seul dispositif, le seul site Internet, c'est celui concernant le CPF, c'est celui de la Caisse des consignes et des dépôts, à savoir, qui est donc financé par la Caisse des consignes et des dépôts, à savoir mon compte formation, tout accroché, .gouv.fr. Voilà, c'est le seul qui est estampillé ministère public et Pôle emploi. Alors, il y a un quatrième dispositif qui s'offre à tous les salariés en interne au sein de l'entreprise. C'est peut-être un des moins connus et c'est pourtant un de ceux qui est le plus intéressant. Il s'appelle l'AFEST. L'AFEST, c'est l'action de formation en situation de travail. Imaginons, il y a un besoin repéré par l'employeur au sein de l'entreprise
Et il se trouve qu'on a besoin de plusieurs salariés pour répondre à un besoin. Par exemple, il y a, je ne sais pas, moi, on parle d'une entreprise qui fait du développement informatique. Il y a une équipe de développeurs informatiques et on se rend compte qu'en fait, on va avoir besoin de plus en plus de personnes ressources en cas de surcroît d'activité. Eh bien, par exemple, on va proposer à des assistantes administratives qui sont intéressées, bien sûr, de monter en compétences et de commencer à intégrer des notions de code. Voilà. Eh bien, ce qui va se passer, c'est que la FEST va donner lieu à un travail de groupe en interne au sein de l'entreprise. Il y aura par exemple un architecte de formation qui va concevoir, donc en général c'est quelqu'un des RH, quelqu'un qui est sensibilisé à l'ingénierie de formation, à l'ingénierie pédagogique, qui va concevoir une progression pédagogique avec des objectifs de formation clairs. Il va y avoir tout un travail comme ça. Les managers, bien sûr, seront partie prenante du projet. On demandera à des développeurs informatiques d'être, par exemple, la personne experte, qui va aussi, avec la DRH, apporter, enrichir les contenus de formation. Et peu à peu, on va poser des plannings de formation et les assistantes pourront ainsi suivre une formation d'expertise auprès d'experts avec des objectifs à valider, toute une progression qui leur permettra d'apprendre à leur rythme. C'est ça la FEST, l'action de formation en situation de travail. Donc, c'est une espèce d'organisation apprenante qui met à disposition, qui valorise ses savoirs en interne pour permettre à d'autres salariés de se former. Voilà pour la FEST. Et on va passer à la VAE. Voilà encore quelque chose qui est intéressant. Aujourd'hui, la validation des acquis de l'expérience. Ça va faire un moment qu'elle a été mise en place depuis 2000 à peu près. Aujourd'hui, vous êtes conscient, bien évidemment, qu'on peut, pour peu qu'on ait de l'expérience concernant un référentiel d'activité et d'un diplôme, pour peu qu'on justifie d'une année d'expérience, il est possible, mesdames, messieurs, de s'inscrire dans des démarches de validation d'acquis en vue de certifier un diplôme pour lequel on a développé au cours de notre expérience professionnelle 60-70% des compétences concernant ce référentiel d'activité de diplôme. Voilà un petit peu. Et enfin, Allô? Non, Carole, tu as renversé ton café, donc tout va bien? Non, j'en profitais parce que on a deux petites questions sur la VAE. Je me demandais si tu avais envie d'y répondre maintenant. Mais oui. Il y a une petite question qui traite, une personne qui demande si la VAE est considérée comme un diplôme de niveau 3 qui me permet de créer une entreprise. Alors, est-ce que la VAE est considérée? Alors, quel que soit le niveau la VAE ne va pas déterminer un niveau de diplôme. C'est vous, en fonction de votre cursus initial, de l'expérience, des compétences que vous avez développées au cours de votre activité professionnelle, par exemple, une dame titulaire d'un bac, qui développe petit à petit, qui se retrouve responsable d'équipe, qui a développé des compétences en management. Par exemple, je pense, une enseigne de parfumerie nationale. J'ai eu un cas récemment. Et bien, cette jeune femme, qui est d'un niveau bac, depuis 6 ans, anime des réunions d'équipe sur toute l'opérationnalité des ventes d'une enseigne nationale. Cette femme est sur le point aujourd'hui de valider un BTS, MCO, on appelle ça, Management de commerce opérationnel. Voilà, un petit peu. C'est ça le principe de la VAE. La VAE ne garantit pas un niveau de diplôme
si j'avais. C'est chacun en fonction de son niveau qui va déterminer le diplôme qu'il souhaitera valider. Est-ce que je réponds à la question? Alors, en attendant que la personne peut-être réponde, on a une autre question concernant la VAE. Une personne qui demande comment se passe une VAE par rapport à un souhait de reconversion ou la demander. Ou la demander. Ah, allez, on va commencer. Je vais commencer avec mes réflexes habituels. Le premier site qui est très bien fait, sur lequel vous pourriez aller, outre ce que je vais dire maintenant, je vais répondre à votre question, mais pour que vous puissiez entériner par la suite, vous pouvez aller sur le site officiel qui est celui de France VAE, où tout est très bien expliqué. La première étape pour une VAE, c'est d'abord effectivement repérer le diplôme. Dans cette mesure, un CEP sera en mesure de vous aider à identifier ce diplôme. On est des techniciens, on saura où aller le chercher sur le RNCP, par exemple, de France Compétences. On saura reprendre avec vous les compétences qui sont détaillées, le référentiel d'activité qui est détaillé dans ce diplôme. Et il faudra, dans un premier temps, renseigner ce qu'on appelle le livret 1. Le livret 1, c'est tout un travail de présentation, de réorganisation, et il y a surtout la rubrique 5 qui va vous demander de détailler les compétences que vous pensez avoir développées sur le diplôme qui vous intéresse. Ce livret 1, vous le transmettrez à l'organisme certificateur qui sera identifié en temps voulu. Là, je vous présente les grandes étapes principales, qui sera identifié en temps voulu. Et à ce moment-là, si l'organisme certificateur valide, accepte, si votre livret 1 est recevable, à ce moment-là, vous pourrez rentrer dans un dispositif d'accompagnement à la VAE. Où là, vous allez avoir un conseiller VAE qui sera à votre disposition. Pareil, pour mettre en lumière vos compétences, pour travailler une future représentation devant un jury. Et vous cheminerez avec lui à travers, en rédigeant divers rapports, en identifiant divers plus, divers manques, jusqu'à ce que vous arriviez devant ce jury qui alors, au terme de votre présentation, qui pourra requérir, le cas échéant, quelques simulations aussi professionnelles, ça dépendra du diplôme, qui décidera d'une validation totale, partielle ou nulle de votre diplôme. Voilà un petit peu pour la VAE. Allô, on a répondu aux questions. Merci Cécile. De rien. Et on continue sur le petit dernier. Je vais travailler vite. Petit dernier, mais non moins intéressant, qui est le tutorat. Alors, c'est une action qui mobilise beaucoup moins de personnes que la FEST, en interne à l'entreprise. Le tutorat, c'est l'identification majeure d'une personne ressource. Le tutorat, il est souvent pratiqué pour les apprentis, dans le cas de l'apprentissage. C'est qu'on identifie une personne ressource vers laquelle qu'on pourra solliciter, très souvent quand bon nous semblera, où il y aura peut-être des approches un peu plus formalisées, des entretiens déjà définis au préalable, pour nous aider à prendre nos marques sur le poste, un nouveau poste qu'on occupe au sein de l'entreprise. C'est pas quelque chose qui requiert une formation nécessairement, c'est plutôt du partage d'expérience, c'est plutôt de la confrontation personnelle, professionnelle. Le tutorat s'avère vraiment un outil en général très efficace et très intéressant. Voilà, donc je termine avec ce slide qui présentait les principales ressources internes à l'entreprise, propres aux salariés, qui peuvent quoique la VAE n'est pas vraiment interne à l'entreprise, ça peut être aussi une démarche qui vous appartient, qui est de votre fait. Mais grosso modo, dans ce slide, il y avait tous les dispositifs qui concernent l'évolution interne à l'entreprise. Donc, par opposition à la reconversion professionnelle,
où là, le plus fréquemment, on observe des changements de métier. Quel va être le rôle du CEP? Bien évidemment, on va être là pour vous appuyer sur l'élaboration de votre projet. Un projet professionnel, ce n'est pas simplement l'identification d'une formation, c'est beaucoup plus large. C'est l'identification d'abord d'un métier. Un métier qui pourrait vous correspondre, qui vous convient. Un métier sur lequel vous aurez réfléchi, vous vous serez documenté. Vous aurez, par exemple, une petite astuce, mesdames, messieurs, le meilleur moyen d'avoir des infos fiables sur le quotidien d'un métier, c'est bien très souvent les professionnels qui vont partager avec vous leur quotidien. On ne fera jamais l'économie de dire à quel point discuter avec des personnes qui font le futur métier qui vous intéresse est important. Vraiment, j'insiste là-dessus. Outre ces entretiens, vous avez une idée qui se précise, il y a des pistes de métier au départ, et puis vous explorez, vous discutez, vous avancez, vous vous documentez, et puis ces pistes de métier se précisent, se pose la question de l'accessibilité au métier, c'est seulement à ce moment-là qu'intervient la question de la formation, pour enfin se consacrer à l'étape la plus importante aussi, qui dès le départ est le marché du travail, du métier qui vous intéresse éventuellement. Parce qu'on est bien d'accord, il ne s'agit pas de choisir un nouveau métier si par la suite on va avoir des difficultés à trouver un emploi ou développer un marché si on a décidé de monter de créer son activité. Voilà. Alors, on continue. Avec un CEP, vous allez pouvoir également travailler sur le parcours de développement des compétences. Donc, qui concerne au sens large, effectivement, la formation par différents biais. On va les voir un peu plus tard. Un CEP, on est des grands techniciens. On va être en mesure, enfin des grands techniciens, pardonnez-moi, je nous lançais pas de fleurs, pardonnez-moi, j'en bégaye. Non, un petit peu d'humilité. Mais effectivement, un de nos rôles essentiels va être d'intervenir et de vous informer sur les dispositifs de financement. Ça, c'est important. Parce que c'est compliqué de se repérer dans tous ces dispositifs. Ça nous fait toujours mal au cœur de voir que certaines personnes ne savaient pas, passent à côté de choses qui peuvent grandement leur simplifier la vie. Des fois aussi, malheureusement, on annonce des mauvaises nouvelles. Des fois, il n'y a pas de possibilité. Mais en tout cas, voilà, on est là pour balayer avec vous tout ce qui s'offre à vous en termes de financement de formation. On vous appuie aussi, dans certains cas, on le verra plus tard, on vous appuie à la constitution de dossiers de demande de financement. Et puis, une fois que tout ça est fait, on va cheminer, ça c'est plaisant aussi, on va cheminer ensemble, on fera un point de manière plus ou moins régulière sur comment se met en œuvre votre projet. On fait tout ça sur le CEP. Allez, on va creuser. Donc, on va, c'est bon, je suis dans les temps, ça va, il me reste encore 3-4 minutes. Le projet de transition professionnelle, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, voilà un des dispositifs types qui illustre un parcours de reconversion. Aujourd'hui, tous les salariés du droit privé éligibles au PTP, c'est-à-dire qui attestent, s'ils sont en CDI, au moins 2 années d'ancienneté sur la dernière année et avant. Pour les CDD aussi, il faut attester d'une certaine activité. Sachez qu'il est possible, sur accord d'une commission, une fois que celle-ci aura examiné votre projet de reconversion professionnelle, de transition professionnelle, le PTP, si le projet a été solidement travaillé, s'il a été motivé, s'il est d'actualité, si effectivement il y a un marché du travail, des perspectives d'emploi porteuses, si tous ces si ont été
ont été clarifiées. Si la commission, selon le nombre de demandes qu'elle aura aussi, accepte de valider votre dossier, elle prendra en charge votre formation, prendra en charge une partie des coûts pédagogiques. Et pendant toute la durée de la formation, vous pourrez suivre une formation sur votre temps de travail avec une rémunération mensuelle. Et ce, pendant toute la durée, jusqu'à la validation du diplôme. Ah, j'avais oublié de le dire, cette formation doit être validante, diplômante, avec un diplôme enregistré au RNCP. Donc, le répertoire national des certifications professionnelles, qui est donc tenu à jour, actualisé par France Compétences. Voilà pour le projet de transition professionnelle. C'est de loin aujourd'hui le dispositif le plus sécurisant qui permet à n'importe quel salarié de suivre une formation. En tout cas, n'importe quel salarié peut y postuler pour peu qu'il réponde à ces logiques de reconversion. Tiens, nous voilà. Il y a une question, Carole, ou pas? Oula, oui, c'est super. À chaque fois que j'ouvre mon micro, tu vois tout de suite, c'est parfait. Une petite question, oui. On me demande même si la formation dure 2 ou 3 ans pour le PTP. Poum. Voilà. De manière générale, les formations présentées à Transition Propaca, pour rien ne vous cacher, qui est l'ancien FONGECIF, voilà, ils précisent sur leur site internet qu'en priorité, ils vont financer des formations qui ne dépasseront pas 1 an, voire 1200 heures si la formation est à temps partiel. C'est une des priorités du FONGECIF. Voilà, pour X raisons qui leur appartiennent. C'est des gens très investis qui font énormément, en tout cas, qui sont énormément impliqués. Nous, on le vérifie aussi souvent. Hein, ils sont, voilà, ils prennent à cœur, en tout cas, ils appellent souvent nos bénéficiaires, qui est apporté de leur part. Cela étant, voilà, de manière générale, vous comprendrez que je ne peux pas répondre à leur place. Mais il est bien dit, en général, nous, on travaille sur des formations d'1 an. Il existe d'autres dispositifs pour les formations de 2 à 3 ans, mais si vous voulez, on y reviendra plus tard quand on arrivera au quart d'heure final, c'est-à-dire dans 3 minutes, c'est-à-dire très très bientôt. Parce qu'il faut que je vous parle encore de 2 dispositifs, à savoir le dispositif démissionnaire et l'alternance. Le dispositif démissionnaire, là aussi, c'est quelque chose que j'aimerais que vous compreniez. Le dispositif démissionnaire, parce qu'il est récent, janvier 2020. Jusqu'ici, quand un salarié partait en formation, s'il décidait… oh mon Dieu, ça y est, je vais trop vite, pardonnez-moi, je reprends. Lorsque jusqu'ici, un salarié décidait de démissionner, il n'avait pas d'autre choix que de poser sa lettre de démission sans rien percevoir par la suite. On est bien d'accord là-dessus. Un salarié qui démissionne n'a droit à aucune ARE par la suite. Le dispositif démissionnaire permet, depuis janvier 2020, à condition que le salarié ait sollicité un CEP, de travailler avec lui son projet de reconversion salarié ou de création d'entreprise, de présenter ce projet de reconversion à une commission qui, à la lecture du projet, décidera si oui ou non elle accorde le caractère réel et sérieux de son projet. Et si le salarié obtient le caractère réel et sérieux de son projet, ce dernier va pouvoir, dès lors, démissionner de manière tout à fait sereine. Il percevra le chômage. Voilà ce qu'est le dispositif démissionnaire. Attention, dispositif obligation de saisir un CEP. Nous devons certifier du projet de reconversion. Et enfin, le troisième, l'alternance, qui en général concerne très souvent les moins de 30 ans, le contrat d'apprentissage,
qui permet aussi des reconversions extrêmement intéressantes. Donc, contrat d'apprentissage pour les moins de 29 ans, contrat de professionnalisation pour les adultes. Voilà un petit peu pour les trois principaux dispositifs de formation concernant la reconversion. Il y a aussi le parcours certifiant, dispositif CLEA, qui permet à des salariés qui, à un moment donné, n'ont pas pu valider. Moi, je l'aime beaucoup, le dispositif CLEA. C'est un dispositif intéressant pour toutes les personnes qui n'ont pas pu valider un diplôme. C'est en fait un parcours certifiant qui va mettre en lumière vos différentes compétences, qu'elles soient numériques, français, maths, etc., et qui vous donnera un socle intéressant, reconnu par l'entreprise, le monde professionnel. CLEA, c'est bien pour toutes les personnes dans cette situation-là. Et puis, la validation des acquis de l'expérience. Carole, où la question bienvenue nous a fait gagner du temps, je ne vais peut-être pas y revenir, ce qui me permet du coup de faire une récap sur nos services avec un CEP. Vous vous souvenez, on fait le point sur votre situation. Vous pouvez aussi, on peut brosser plus loin dans le détail, on peut explorer différents métiers. On sera en mesure de vous outiller, de vous informer sur le marché du travail du métier qui vous intéresse. On sera bien évidemment en mesure, on est là aussi pour vous soutenir dans votre réflexion pour une évolution interne et gérer votre carrière au sein de votre entreprise. On sera là pour toutes les questions de reconversion, toutes les questions de formation, toutes les questions de valorisation de vos compétences, de financement, de démission, de création d'activités. Et bien sûr, on cheminera avec plaisir à vos côtés. On fera des points comme ça réguliers sur l'évolution de votre projet. Il suffit que vous preniez un rendez-vous au 09 72 01 02 03 sur notre plateforme du lundi au vendredi et vous pouvez les joindre aussi de 9h à midi le samedi. Voilà, et bien évidemment, vous aurez des compléments d'information sur www.mon-service-cep.fr. Voilà, merci à vous tous. J'arrive en fin d'entretien. Carole, je suis contente, j'ai tenu le timing. On y va. Alors, je vais pouvoir avec plaisir répondre à vos questions. Je vais les, même si c'est pas question, voilà. Tu en as pas beaucoup d'autres que celles que je t'ai posées. C'est pour ça que je m'étais permise de t'interrompre. Super. Peut-être revenir juste sur la question de cette personne qui s'était demandé si elle pouvait créer une entreprise, tu sais, avec un diplôme de niveau 3. Oui. En fait, elle cherche exactement à savoir si elle peut créer une entreprise où l'activité, en fait, est réglementée. Et si, du coup, la validation des acquis pourrait lui permettre ça. Je pense que c'est ça, en fait, qu'elle tente d'exprimer. Alors, à partir du moment, si la validation des acquis de l'expérience vous permet d'atteindre le diplôme nécessaire pour créer votre activité, si la réglementation de cette activité vous impose ce diplôme et que vous pouvez l'obtenir par la VAE, je ne vois pas en quoi la VAE serait contre-indiquée. Je vous rappelle néanmoins que dans la VAE, vous devez attester d'une expérience, d'au moins 1 an d'expérience en lien avec l'activité, enfin le référentiel d'activité du diplôme que vous visez. Voilà, si j'ai bien répondu. Tu as une autre question qui concerne toujours la VAE. Quelle est la différence entre le site France VAE et vae.gouv.fr? C'est France VAE a été conçu pour une opérationnalité et pour les salariés qui sont peut-être dans le cas de figure, qui vivent en tout cas la démarche. France VAE, on commence toujours par celui-là parce qu'il va vous indiquer les DAVA tout de suite. Les réunions, les visioconférences qui vous mettront en relation avec les dispositifs
d'acquis à la validation de l'expérience, qui voilà, vous informeront collectivement et qui, à la fin de ces réunions d'information, seront en mesure de vous transmettre un livret 1 pour que vous, ensuite, vous vous souvenez, vous fassiez la démarche de renseignement du livret 1, vérifier la recevabilité de ce livret grâce à l'organisme certificateur et, selon la réponse de ce dernier, s'engager ou pas dans un parcours d'accompagnement. VAE.gouv, c'est peut-être des annonces plus officielles, plus qui va détailler le dispositif et la réglementation. Voilà, merci, Madame Bio. On a une autre question complémentaire, tu sais, à celle qui concernait les formations de 2-3 ans par rapport au PTP. Ouais. En fait, la personne souhaite du coup savoir comment aujourd'hui, quels sont les organismes qui peuvent accompagner sur des formations de 2-3 ans en cas de reconversion. Quels sont les organismes qui pourraient accompagner sur 2 ou 3 ans en termes de financement? Oui, je suppose. J'aimerais beaucoup vous avoir. Ouais, j'aimerais beaucoup vous avoir dans mon bureau, Madame Depin, parce que du coup, on pourrait creuser beaucoup plus à même. D'abord, quel métier vous souhaitez? Quelle formation vous visez? Est-ce que je pourrais avoir plus d'informations en ce sens? Est-ce que ce sont des formations du sanitaire et du social, par exemple? Est-ce que je pense aux formations d'infirmières qui durent 3 ans? Est-ce que c'est une formation de ce type? On attend la réponse. Peut-être qu'en attendant la réponse… je ne sais pas comment articuler mon conseil, du coup, avec, je manque un peu d'éléments. Bon, alors, formation pour Madame d'éducateur spécialisé. Ah, tiens, non. Une formation d'éducateur spécialisé. Alors, je vous invite, Madame Depin, à vous rendre sur le site Région Sud, qui est le site officiel de la région PACA. Et je vais attirer votre attention sur la convention. Alors, malheureusement, l'info que je suis en train de délivrer ne concerne pas nos auditeurs, s'il y en a parmi vous, et c'est avec grand plaisir qui écoutez ce webinaire. Là, c'est un focus sur la situation PACA où il existe une convention régionale de formation qui finance en grande partie les formations du sanitaire et des sociales pour peu que la personne soit demandeur d'emploi. Donc, il y a tout un parcours, une ingénierie à concevoir et c'est ce que nous faisons CEP quotidiennement dans nos bureaux et c'est des choses qu'on analyse année après année de manière très précise. Voilà, pour peu que Madame Depin soit aspire à voilà, une formation sanitaire éducatrice spécialisée. Est-ce qu'elle a eu l'info? Elle va aller sur Région Sud et voir avec un peu plus de précision ce que propose la convention régionale. C'est intéressant. Et je vous invite même à les contacter aussi. Elle est d'Alsace, elle voilà. dit. Oh, ok. Pardon, Carole, j'ai mal compris ce que tu me disais. Elle vient d'Alsace. Alors, bien sûr, je bougeais mon ordi en même temps. J'ai rien compris, toujours. Elle vient d'Alsace. Ah, ok. Bien, écoutez, il faudrait explorer alors quels sont les dispositifs, autour de vous qui pourraient, si la région prend en charge. Hein. La région a fait ce choix en PACA parce qu'il y avait un réel besoin sur les métiers du sanitaire et du social. C'est un métier en tension. Après ce qu'on vient de vivre et les 2 années liées à la crise sanitaire, je pense qu'il y a des besoins similaires un peu partout. Je vous invite à explorer en ce sens. Essayez de remonter des pistes du côté du conseil régional, du côté du conseil départemental, qui a aussi une compétence en insertion. Essayez de vous rapprocher des collectivités publiques, voir ce qui serait possible de faire, vraiment.
Merci Cécile. On a une remarque, peut-être plus qu'une question. Il y a une personne qui nous dit qu'on n'a pas abordé les autres possibilités, type bilan de compétences ou encore évaluation des compétences. Dans quel but? Avec quel objectif? Un CEP abordera toutes ces questions d'analyse de compétences. Je travaille régulièrement sur des compétences transférables en entretien par rapport à un métier visé, par rapport à une personne qui détient un bagage de compétences à ce jour et qui aspire à un autre métier. On va faire un état des lieux sur les compétences qu'elle pourrait transférer sur ce futur métier. On va apporter notre soutien en ce sens. Toutefois, il est évident qu'un CEP qui interviendra sur un nombre d'heures limité, voilà, en moyenne 5, il y en aura plus, il y en aura moins, parfois, cela dépend de la demande de nos bénéficiaires. Il est évident qu'un CEP ne pourra jamais remplacer un conseiller bilan et un vrai bilan de compétences qui dure, selon le dernier décret officiel, 24 heures, hein, qui propose en général différentes formules, mais en moyenne, c'est au moins 15 heures de face à face, 8 à 9 heures d'autonomie où la personne va faire ses propres recherches toute seule. Un conseiller CEP, avec toute sa meilleure volonté, ne pourra pas remplacer la profondeur et l'investissement que demande voilà, une reconversion professionnelle. Et très souvent, d'ailleurs, hein, dans le cadre des premiers entretiens, nous proposons à nos bénéficiaires d'effectuer, on aborde la question du bilan de compétences et on essaie de voir s'ils peuvent en faire un, ce qui les a freinés. Voilà. Hein, mais encore une fois, le CEP ne se substitue pas au bilan de compétences. Merci à toi, Cécile. On a une autre question qui devrait pouvoir se traiter dans les quelques minutes qui nous restent. Une personne qui demande si c'est plutôt la VAE ou CLEA avant un dispositif de reconversion. Elle souhaite, par rapport à la formation, aide à la personne. Mon souci par rapport à la formation que je souhaite, entre parenthèses, aide à la personne. L'expérience avec le type de diplôme a été personnelle sur plusieurs années durant lesquelles j'ai arrêté de travailler pour assister à temps plein quelqu'un. Magnifique. Dites-moi, chère madame, vous n'aimeriez pas partir en formation 1 an? Si vous êtes salarié en CDI, vous n'aimeriez pas aller constante un PTP toutes les deux là? Il y a beaucoup de diplômes qui sont extrêmement intéressants. Qui sont… est-ce que vous avez envie déjà, est-ce que vous seriez prête à partir 1 an en formation? Si oui, voilà, il y a des diplômes qui sont très sollicités, qui vont venir attester d'une expérience, qui vont venir vraiment soutenir votre employabilité. Et je pense à des diplômes comme… le DEAES, par exemple, le diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social, qui est un diplôme d'État officiel proposé par des instituts d'État, hein, comme l'IRTS, l'IMF, des grands centres de formation reconnus, et qui délivrent une formation extrêmement bien conçue, complète, et qui, outre l'aide à domicile, pourra vous ouvrir différentes perspectives. Mais encore faut-il, chère madame, que vous ayez envie d'aller en formation pendant 1 an. Voilà. Alors, dernière petite question, il nous reste 1 minute. Pouvez-vous me redonner le nom de ce diplôme? Alors, attends, il faut que je retrouve le diplôme. DEAES, diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social. Allez, on va la réécrire. Qui est un diplôme très large, extrêmement bien conçu, et qui va vous ouvrir, outre l'aide à domicile, bien sûr, qui peut vous permettre de travailler en EHPAD, qui peut vous permettre de travailler dans d'autres structures. Et ça, ce serait intéressant.
Enfin, peut-être, en tout cas, ça viendrait soutenir votre employabilité. Mais chère madame, je ne vous entends pas, je n'ai pas le plaisir de vous avoir au téléphone ou dans mon bureau, et du coup, je n'ai pas d'interaction, donc je fais des hypothèses. Mais en tout cas, voilà l'association. Très bien, Cécile, que tu fasses des hypothèses et que tu incites la personne à venir te voir, parce qu'il est 12h30, nous allons mettre fin à, en tout cas, cette présentation. N'hésitez pas à nous contacter. On vous remet le numéro de téléphone. Vous avez la possibilité de prendre rendez-vous. Donc, sur ce numéro de téléphone, ou du moins déjà d'avoir un premier échange avec une personne qui va vous aiguiller au mieux, ou encore via notre site internet. On vous remercie pour votre attention. Merci Cécile pour ton intervention très riche et le timing respecté. Tu es au top. Et bon lundi à tous et bonne semaine. Au revoir, merci. Au revoir.